Il y a 20 ans, j'ai construit cette alarme radiofréquence. On va l'analyser aujourd'hui. Peut-être en tirerez-vous une inspiration pour un petit projet? Bidouilleur, salut. 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Je fouillais dans mes bidules de radio amateur et j'ai retrouvé ce petit projet que j'avais conçu il y a une vingtaine d'années. C'est une alarme radiofréquence, essentiellement un détecteur RF sensible avec une minuterie d'environ 5 minutes et un piézo-vibreur. L'idée derrière ce projet était de m'alerter par une alarme sonore si un de mes émetteurs dans la station radio amateur passait en onde en mon absence, sans mon consentement. Vous savez, on connecte toutes sortes d'accessoires, d'ordinateurs, d'interfaces aux émetteurs modernes. Il est donc concevable que cela se produise. Et ça s'est produit en fait à 2 reprises auparavant, avant que je construise cette petite boîte. Je vous montre donc aujourd'hui ce projet car il contient plusieurs parties de circuit qui pourraient vous inspirer pour vos propres projets. Je vais donc décomposer le circuit en petits blocs et je vais les expliquer individuellement. Mais auparavant, voici une démonstration du fonctionnement de l'alarme RF. Alors voici la petite boîte dans laquelle le circuit, donc alarme radiofréquence, est logé. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur tantôt, bien sûr. Alors, ici, j'ai une DEL qui indique lorsque la radiofréquence est détectée. Il y a un petit trou ici, c'est un piézo-vibreur qui donc alarme si le signal est présent pour plus de 5 minutes. Alors 5 minutes, c'est très rare qu'on va émettre pendant plus de 5 minutes. Donc lorsqu'on parle, on garde ça à 1 minute ou 2 maximum, typiquement. Là. Donc voici, 5 minutes et l'entrée radiofréquence est ici. Et un petit trou d'ajustement ici pour un potentiomètre multitour pour ajuster les points de polarisation du circuit. Vous allez voir tantôt dans le schéma, mais essentiellement, ça a un impact sur la sensibilité de détection de la boîte. Donc, je vais lui connecter une antenne télescopique, très traditionnelle, ici, sur le port BNC. Voilà, c'est fait. OK. Et j'ai introduit un émetteur, un transceiver, émetteur-récepteur portable ici, qui va émettre à 446 MHz, donc dans la bande UHF. J'ai mis la puissance la plus faible, 500 mW, et je suis au sous-sol, donc je ne causerai pas d'interférence à nulle part avec cela. Je suis sur une fréquence simplex, donc pas de poste répétitrice, rien de cela. D'accord? Alors, voici, là, bien sûr, vous voyez, si j'émets sur le portable, je passe en émission lorsque la DEL rouge s'allume et vous voyez que le circuit détecte du signal radiofréquence de façon couplage antenne à antenne. Si je recule, je suis rendu à 30 cm. Je peux continuer, je suis rendu à pas loin de 2 mètres présentement. OK? Et je suis à très basse puissance. Donc, il n'y a aucune difficulté, le circuit, à détecter le signal radiofréquence juste par couplage ici. Antenne à antenne. Donc, je vais maintenant, plutôt que de vider les piles de ma radio, je vais connecter un générateur de signal et puis je vais pouvoir maintenir pendant 5 minutes le signal et vous allez voir la réaction du circuit. OK? Alors, on y va, je fais un branchement. Bon, alors voilà, ça fait près de 4 minutes 30 là, que j'injecte un signal d'un générateur, donc à moins 20 dBm, soit 10 microwatts. Et on devrait approcher le 5 minutes, ou à peu près, c'est pas précis à la seconde près, d'une seconde à l'autre. Alors, regardons ça. Ah! Ah! Voilà. On a vu ici que c'est assez strident. Je vous ai épargné les oreilles pas trop longtemps quand même, comme circuit. C'est un piézo qui résonne très fort. Donc, voilà le fonctionnement général de l'alarme. Bien sûr, si je réapplique un nouveau signal, bien, tout se réinitialise et on recommence un cycle de 5 minutes. Alors, on va analyser ensemble le schéma électrique de l'alarme RF. C'est assez compact de la façon que j'ai saisi le schéma. Ça fait 20 ans. Je le ferai différemment aujourd'hui. Ce schéma était censé être publié dans un magazine, donc je l'avais fait dans un format assez
restreint dans une forme plutôt carrée. Aujourd'hui, je m'étendrai un peu plus à l'horizontale. Quoi qu'il en soit, on va le diviser en morceaux. Je vais activer un bloc à la fois. Voilà, on va regarder comme premier étage l'étage de détection RF. D'accord? Alors, on a deux branches ici qui sont polarisées. On a une branche ici, il faut regarder l'alimentation positive qui s'appelle V+, dans le circuit partout. On a une branche ici où il y a un courant qui passe dans la résistance de 1 meg, 27K, et dans la diode Schottky. Diode Schottky, pourquoi? Parce que la diode Schottky a une perte de tension ou une chute de tension plus faible à ses bornes lorsqu'elle est polarisée, ce qui permet de donner une sensibilité accrue au circuit. D'accord? Alors, on a donc une branche où un courant circule et on a une deuxième branche ici où le courant circule aussi. Alors, on voit que c'est symétrique, 1 meg, 27K, potentiomètre de 50K qu'on va ajuster à environ 27K, diode aussi. Donc, le but, c'est de fournir une tension qui est à peu près égale, mais légèrement supérieure du côté de la diode ici, donc sur notre branche positive de l'ampli opérationnel. Alors, on va ajuster le potentiomètre ici pour que la tension ici soit légèrement inférieure, sur environ 200 mV. On ne polarise pas les diodes pour que le courant passe complètement. Okay? Avec 1 meg et 27K, 1 meg c'est énorme comme résistance, vous comprendrez que le courant est très très faible, que la diode n'est que partiellement polarisée. Même chose dans l'autre branche. Alors, en ajustant le potentiomètre pour avoir une tension ici légèrement inférieure, 5 mV, disons, là, à ce point-ci, on aura notre comparateur qui sera heureux avec une tension de sortie positive. J'y reviens. Lorsque le signal radiofréquence est appliqué à travers le condensateur de 1000 pF qui bloque quelques composants CC qui pourraient passer ici, on produira, la diode va redresser la partie positive, la partie négative ne sera pas redressée et ça produira une tension légèrement inférieure ici, à ce point-ci. Alors, OK, on va faire basculer la tension ici plus basse que la tension ici, lorsqu'il y a un signal radiofréquence qui arrive. Donc, c'est l'effet cherché et on a ici, du côté droit, un comparateur qui compare les deux signaux. Je vous ai mentionné que la tension ici était légèrement positive lorsqu'il n'y a pas de signal RF par rapport à celle-ci. Le comparateur, donc, lui, fournira sa sortie à côté sur l'alimentation supérieure. C'est comme ça que le comparateur fonctionne, bien sûr. Hein? On compare les deux tensions. Si la tension sur le plus, l'entrée plus, est plus élevée que celle sur l'entrée moins, bien, on a une tension au rail supérieur. Et évidemment, lorsque le signal radiofréquence est présent, la tension devenant ici légèrement inférieure à celle-ci n'a pas bougé, c'est une polarisation fixe, eh bien, le comparateur va basculer du côté inférieur, donc à la masse ou tout près. Là. Alors, c'est là que le fonctionnement des étages suivants se met en branle lorsqu'il y a un signal RF détecté et que cette tension tombe près de la masse, donc le comparateur a basculé. Le premier étage qui est activé à ce moment-là, et je vous mentionne tout de suite qu'il y a une erreur ici sur les entrées, ça devrait être l'inverse, on devrait entrer sur l'entrée positive et la boucle devrait être sur l'entrée négative. J'ai fait une erreur de saisie de schéma. Quoi qu'il en soit, c'est un tampon tout simplement. Lorsque le niveau ici devient bas, il va basculer près de la masse, et ce qui va donc tirer du courant de la DEL, donc pour allumer la DEL. La DEL, vous l'avez constaté, elle s'allume lorsque présence de signal radiofréquence. Et il y a une résistance évidemment pour limiter le courant. Alors ça, c'est la partie DEL. L'autre partie qui est influencée par le basculement ici, près de 0, c'est la minuterie 5 minutes. Alors, la diode ici joue un rôle clé. Lorsque la tension ici bascule près de 0, le circuit ici est libéré. Et lorsque la tension n'est pas basculée près de 0, qu'elle est près du rail supérieur, donc il n'y a pas de présence de signal radiofréquence, le courant circule dans la diode pour charger le condensateur ici et le maintenir près de la tension V+, donc la tension d'alimentation. Donc, basculement près de 0, lorsque signal RF, le condensateur peut donc se décharger puisque la diode est polarisée de façon inverse, ça bloque tout courant ici. Le condensateur peut donc se décharger à ce moment-là
dans la résistance de 470K, vous comprendrez 100 microfarad 470K, si vous faites le calcul, présumant un courant zéro ici, ça va prendre plusieurs minutes pour se décharger. Le comparateur qui est ici, lui, utilise la même tension de polarisation qui était utilisée. Ben, je m'en sers dans l'étage suivant aussi, de cette tension près de 200 mV. Lorsque la tension va se décharger et atteindra moins que la tension ici de polarisation, donc un peu moins que de 200 mV, le comparateur va basculer vers le zéro, puisqu'il était à côté vers le plus. Là, il va basculer vers le zéro et ça aura deux actions sur l'étage suivant. La première action, c'est de libérer l'oscillateur piezo. Alors ici, la diode joue le même rôle que la diode qu'on avait ici. La tension devient très près de zéro ici, elle est positive ici, donc ce qui libère le fonctionnement du circuit. Sinon, ben, ça l'aurait maintenu près du rail supérieur lorsqu'il n'y a pas de nécessité de sonner l'alarme. Donc, la diode interrompt le courant. Le circuit peut donc osciller et c'est un circuit d'oscillation RC dont la fréquence est déterminée par R5 ici et C1. Condensateur et résistance. Il y aura donc basculement à répétition, le condensateur créant un délai sur chaque mouvement et donc il y aura oscillation autour du point ici qui est à mi-chemin entre l'alimentation V+, et la masse, puisque les résistances sont d'égale valeur. Donc, on aura V+ divisé par 2 ici, et on aura donc une tension qui va osciller autour de V+ divisé par 2. Donc, ça va basculer constamment d'un côté à l'autre. Ça va donc produire une onde carrée, vous l'aurez deviné. Et la fréquence, comme je vous l'ai mentionné, est déterminée par ces deux composants. Et c'est envoyé au piezo parce que c'est un piezo qui nécessite un oscillateur externe. Ce n'est pas un piezo avec oscillateur intégré. Donc, on a besoin d'un oscillateur et c'est ce que ce comparateur-ci fait. Tout simplement, oscillation, le temps que le signal radiofréquence soit retiré. Et là, à ce moment-là, en cascade, tout va rebasculer. Ici, ça va rebasculer plus haut que le zéro et ça va stopper ou recharger, si vous voulez, le condensateur ici et ça va rebasculer près du V+. Et si ça rebascule près du V+, bien, on arrête, ça va maintenir, ça va tuer l'oscillation, si vous voulez, sur l'oscillateur RC ici. Donc, tout ça, c'est un basculement en présence ou en absence de signal RF avec un délai de 5 minutes pour l'oscillateur. Bon, j'ai ajouté aussi un étage auxiliaire qui permet d'alimenter une lampe, quelque autre alarme ou quoi que ce soit, lorsqu'il y a déclenchement de l'alarme. Alors, c'était optionnel dans le circuit, bien sûr, mais ici, ce qu'on aurait, c'est un transistor qui se fait polariser et donc qui va conduire l'alimentation. Ce point-ci va donc monter à V+, lorsque il y a déclenchement de l'alarme au bout des 5 minutes. Les deux diodes ici servent à faire une chute de tension pour que le transistor ne soit pas polarisé lorsque la tension est élevée ici. Sinon, il resterait polarisé à cause que le comparateur ou l'ampli opérationnel là, ne va pas jusqu'au V+. Alors, c'est une question de produire une chute de tension. Alors voilà, ça c'est l'essentiel du circuit, expliqué assez rapidement quand même, mais vous pourrez le regarder, l'analyser et même le simuler si vous voulez vous en convaincre que ça fonctionne bien. Alors regardons maintenant comment j'avais construit ça à l'intérieur. J'ai enlevé les vis évidemment. Bon, alors on voit que c'est une plaquette, j'ai donc fait une plaquette et deux faces, donc j'ai du cuivre, des pistes de cuivre des deux côtés. Alors, c'était à une époque où je voulais me prouver que j'étais capable de faire des plaquettes à deux faces. Il y a quand même passablement de pistes des deux côtés, là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, on voit tout de suite le piezo, le vibreur, qui est collé au fond du boîtier. On a aussi une DEL, évidemment, au fond du boîtier. Alors, on note aussi le câble coaxial qui relie le connecteur BNC femelle à la plaquette elle-même. Question de pouvoir ouvrir, bien sûr, le boîtier. Donc, ça amène le signal radiofréquence jusqu'à la plaquette.
Sur la plaquette elle-même, on a bien sûr le LM324 quad, donc quad ampli opérationnel, donc 4 amplis opérationnels dans le même boîtier. On note évidemment le gros condensateur ici, qui sert à la décharge, donc au temps de 5 minutes. C'est un condensateur électrolytique. Ici, on a un condensateur de filtrage au Tantal qui est sur l'alimentation. Potentiomètre d'ajustement 10 tours pour pouvoir ajuster le point de détection, comme vous savez. Là. Alors, ça prend un potentiomètre de 10 tours pour pouvoir faire ça. Alors, la petite diode bleue ici, c'est évidemment la diode Schottky. Et il y en a une deuxième juste ici. Alors, c'est les deux diodes Schottky qui produisent une tension d'environ 200 mV. Et bien sûr, on ajuste le point d'opération de cette deuxième diode. En fait, c'est celle-ci pour le signal radiofréquence. On ajuste son point avec le potentiomètre, ici en bas. Alors, sinon, bien, il n'y a pas grand-chose à mentionner. Notre transistor de commutation auxiliaire pour un appareil auxiliaire qu'on voudrait commuter. Alors, le nettoyage de la plaquette, j'ai été un peu déçu. Il y avait beaucoup de flux et je l'ai nettoyé avant de vous le montrer, je dois vous avouer. À l'époque, je ne me donnais pas la peine de nettoyer le flux et ce circuit-là a quand même une entrée de haute impédance, celle de décharge du condensateur sur une des entrées d'un des amplis opérationnels et donc le flux, après 20 ans, 25, 30 ans, pourrait se mettre à conduire en absorbant l'humidité. Ça pourrait déranger le circuit de décharge. Donc, j'ai nettoyé ça juste avant de vous le montrer. Mais j'aurais dû le faire il y a 20 ans lorsque j'ai construit le boîtier, bien sûr. Alors voilà, c'est comme ça que j'avais monté ça à l'intérieur. Quand même correctement fait. Je ferais peut-être un peu différent aujourd'hui. On apprend bien sûr avec les années. Hein? Bon, quelques commentaires additionnels maintenant. En utilisant un générateur de signal étalonné, j'ai vérifié que la sensibilité de l'alarme était d'environ 7 mV, 7 à 10 mV RMS ou environ moins 30 dBm de radiofréquence et qu'elle était assez plate, cette réponse, de 1 MHz à 550 MHz. La sensibilité dépend en fait de la proximité des deux tensions aux entrées du comparateur U1C, le premier comparateur, celui qui compare le signal radiofréquence. Le circuit est stable tant que tout le montage est à la même température. C'est le cas normalement lorsque toute l'électronique est contenue dans un boîtier. J'ai utilisé l'alarme pendant quelques années et je n'ai pas eu à rajuster la tension de sensibilité. Le circuit de détection ARF étant à large bande, la sélectivité est dictée par le type d'antenne utilisée. J'ai trouvé qu'environ 60 cm d'antenne suffisait dans ma station pour un fonctionnement correct à toutes les fréquences, soit HF, VHF, UHF. Je pose le boîtier d'alarme sur la console radio et j'utilise une antenne télescopique sans bobine et ça fonctionne bien. Avec cette installation, un émetteur de 5 watts, même relié à une antenne extérieure, déclenchera le détecteur. La configuration d'entrée symétrique du comparateur, les deux diodes, là, vous vous rappelez, permet à la tension d'alimentation de varier sur une plage assez large et le circuit complet continue de fonctionner correctement. J'ai conçu le circuit pour une alimentation de 13,8 volts, mais j'ai vérifié que le circuit fonctionnait à 10 volts environ sans rajuster le potentiomètre et jusqu'à environ 5 volts s'il était rajusté. La partie élevée au-dessus de 13-14 volts, donc de la plage de tension, c'est plus délicat à définir la limite car les dispositifs tels que la DEL, le vibreur piézoélectrique et les condensateurs polarisés risquent d'être surtaxés si les valeurs des composants ne sont pas modifiées. Par conséquent, je ne recommanderais pas d'aller au-delà de 20 volts avec ce que je vous ai montré comme circuit. Finalement, si je concevais un tel bidule aujourd'hui, est-ce que je ferais les choses différemment? Bien qu'il fonctionne très bien tel quel, oui, je ferais quelques changements. Je ferais plutôt un montage en surface. Donc, surtout du circuit d'entrée RF, question d'améliorer encore plus la performance en radiofréquence. Cela me permettrait aussi d'utiliser une double diode dans un seul même boîtier.
Cela permettrait encore plus d'améliorer la stabilité du circuit en fonction de la température et des variations de tension d'alimentation. J'utiliserai plutôt un piézo-vibreur avec oscillateur intégré. On y fournit une tension CC et il vibre. Pas besoin d'oscillateur externe comme j'ai conçu. J'utiliserai probablement des comparateurs plutôt que des amplis opérationnels. Les comparateurs étant conçus et optimisés pour faire de la comparaison, c'est leur nom. Un LM339 peut-être? Bon, finalement, j'utiliserai peut-être un régulateur de tension et du filtrage. La question de stabiliser encore plus le circuit des variations de la tension d'entrée. Alors voilà, maintenant, vous, avez-vous des idées d'usage pour ce genre de circuit? Bien, faites-nous part de vos idées dans les commentaires sous cette vidéo. Merci de votre support comme toujours et je vous dis à la prochaine!